Lorsque la monnaie perd de la valeur, les prix augmentent sur le marché. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des spéculations dues à des chocs externes. Ça peut être une instabilité politique qui fait que les gens spéculent, ils se disent, tiens, il va y avoir une crise et donc on va avoir besoin des biens de première nécessité et donc on achète plus. Avec le coronavirus, actuellement, on assiste à la même chose. On est en train de penser que finalement on ira vers un confinement beaucoup plus strict. Et la majorité des clients, connaissant les faits, ils disent on veut telle catégorie de produits. Entre autres, c'était le Wilkie x13, x14. Nous voulons ça. C'était la majorité des demandes des chambres froides. En quantité jusqu'à 2000 cartons par chambre froide. On va voir auprès des fournisseurs, les grossistes, ils nous disent prenez tous les produits que vous voulez. Poids 12, on va vous donner. Poids 11, on va vous donner. Mais le poids 13, poids 14, nous réservons cela. C'est nous qui allons vendre et au moment opportun, au prix que nous voulons. Et ça, c'était un choc de ma part. Voilà. C'est comme ça que j'ai dit, mais attendez, vous les importateurs, les commerçants, vous de la chambre froide, il faut s'organiser en mutuelle, créer une force de manière à beaucoup importer pour ne pas dépendre de cela. Et puis les prix devraient être les mêmes partout, mais on n'a pas les mêmes prix pour les mêmes produits à travers la ville. Bonsoir amis téléspectateurs de la RTNC et de nos émissions. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ces plateaux spéciaux. Vous savez que nous allons lentement et sûrement vers la fin du mois de mars, mois dédié à la femme. Et ce soir, c'est un plateau spécial, comme je vous l'ai dit, premier plateau spécial puisque le deuxième plateau suivra, qui organise la rédaction du journal télévisé de la RTNC. Et nous avons proposé comme thème femmes et économie. Nous recevons pour ce faire Madame Dédé Aliango, professeure à la faculté de sciences économiques et gestion à l'université protestante au Congo. Nelly Pacho-Metukuzu, elle est femme entrepreneur et elle est vice-présidente à la Commission nationale des femmes entrepreneurs CNFE. Avec elle, nous allons parler de la femme, économie bien sûr. En parlant de l'économie, nous aborderons également des thèmes aussi ayant trait à cette économie, tels que l'accès au crédit. Nous aurons aussi à parler de l'incidence de l'inflation du prix de consommation sur la condition de la femme. Il y aura la pauvreté de la femme parce que souvent on dit que la pauvreté est au féminin. Je ne suis pas seule dans la présentation, je suis avec mes consoeurs qui feront partie de cette tribune. Nous avons Bobette Yenga, elle est journaliste comme moi à la rédaction. Nous aurons aussi Suzy Ngoy. Bonsoir mesdames. Et je vous rappelle que je parlais de nos invités, fidèles téléspectateurs. Vous êtes Dédé Aliango, professeur à la faculté, à l'université protestante. Vous êtes à la faculté des sciences. Administration des affaires et sciences économiques. Ok. Et à côté de vous, nous avons Nelly Pacho-Metukuzu, elle est femme entrepreneur. Oui, et femme entrepreneur et membre de la FEC. Vice-présidente nationale de la Commission nationale des femmes entrepreneurs au sein de la FEC. Voilà, cela fait, nous entrons directement dans le vif de notre sujet parce que nous aurons 3 sujets à aborder et entrer à ces grands thèmes femmes et économie. Cela fait aujourd'hui 25 ans après la conférence mondiale sur les femmes qui s'était tenue à Beijing. Il s'agissait là de l'économie, un des thèmes retenus dans les 12 domaines de Beijing. Puisque c'est notre sujet de ce soir, les disparités économiques entre les hommes et les femmes persistent encore. Bon, d'après vous, 25 ans après aujourd'hui, là c'est une question économique générale et vous allez répondre dans la globalité. Quelles en sont les raisons? Votre réaction? Parce qu'apparemment la situation de la femme reste statique depuis cette conférence-là de Beijing. Okay. Madame Dédé. Oui, merci beaucoup pour la parole.
et merci pour l'invitation. Si je peux intervenir par rapport à la convention de Beijing, qui fait 25 ans maintenant, on peut dire de façon générale qu'il y a eu dans certains pays des avancées et dans d'autres pays les choses n'ont pas marché comme il le fallait. Mais si je rentre particulièrement pour le cas de la RDC, oui. On va dire que oui, effectivement, il y a quelques avancées sur certains points. Depuis 25 ans, on a vu que de plus en plus les femmes ou les jeunes filles étudient, parce qu'il y a eu des politiques pour encourager l'éducation de jeunes filles. On a vu de plus en plus de femmes qui commencent à avoir aussi des postes clés dans des entreprises privées, ce qui était très rare il y a quelques années. On voit des femmes commencer à avoir des responsabilités dans les institutions publiques. Mais, il faut le dire, mais ce n'est pas encore assez. On a eu quelques avancées, mais on a encore un long chemin à parcourir. Et particulièrement pour moi, je pense que les lois existent. Les outils sont là. Les instruments juridiques. Les instruments juridiques sont là. Mais est-ce qu'on a suffisamment de mesures d'application? C'est peut-être ça qui pose problème. Est-ce qu'on le met en pratique? Ça aussi, ça pose problème. Donc je pense qu'il y a des avancées, mais il faudrait encore que les femmes se battent plus pour avoir gain de cause. Madame Nelly, les disparités persistent. C'est le constat qu'on a jusqu'à présent. Malgré quelques avancées qu'elle a citées, la femme n'est pas comptabilisée. On sent une disparité, une discrimination entre les femmes et les hommes. Votre constat, pour quelles raisons? Comme on a dit, l'avancée est lente, mais l'avancée se fait. C'est aussi question d'information. Comment se passe l'information? Aujourd'hui, nous voyons des associations qui naissent, c'est déjà une bonne chose. Parce que ces associations-là, quand elles naissent, c'est pour elles, à leur tour, apporter des informations au lieu où il n'y a pas d'information. Ça, c'est aussi quelque chose. Quand on n'a pas accès à l'information, il y a lenteur de développement. Il y a lenteur d'entrée en marche de la chose. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs associations. Moi, je fais partie d'une association qui aujourd'hui est en train de former. Depuis 6 ans, 7 ans qui est née. Au fait, c'est une commission au sein de la FEC. Ça s'appelle la CNFE, Commission nationale des femmes entrepreneurs, qui est une commission au sein de la FEC. Et ce que j'ai aimé dans ça, j'y suis depuis pratiquement 2 ans, ce sont des formations après formation. Ce sont des associations après associations qui naissent. Récemment, nous avons lancé l'association RENAFER, le réseau des femmes rurales. Ces femmes-là qui font l'agriculture, ces femmes-là, les femmes maraîchères. Donc c'est ce réseau que nous avons lancé récemment, là, au mois de septembre. Donc c'est pour dire que les avancées, il y en a, et les informations, nous continuons à lancer. Il y a des formations qui se font, il y a des sensibilisations qui se font, et donc vraiment nous sommes dessus. Et je crois que dans les 5 prochaines années, il y aura encore une grande avancée, il y aura encore un grand changement, il y aura plus de femmes qui seront dans les institutions. Voilà, abordons le premier sujet que nous avons cité au début, femmes et accès au crédit. Bobette Yenga, nous avons nos invités. Vous pouvez déjà commencer avec la première question. Merci beaucoup, Lenzo. Nous le savons tous, la femme demeure une ressource en elle-même. Malheureusement, pour cette ressource femme, elle est faible en ressources économiques. Alors, comment changer cette situation de la femme, ou comment armer cette femme qui est ressource elle-même, mais faiblement en ressources économiques, pour son épanouissement économique? Professeur. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je pense vraiment que pour la question de femmes, c'est vrai qu'on a l'habitude de réclamer nos droits, de réclamer à ce que l'on prenne compte, on tienne compte de nous. Mais j'insiste aussi, puisque je travaille aussi avec les femmes dans un programme qui s'appelle Dynamique Femmes, au niveau de l'Église du Christ au Congo. On insiste aussi sur la sensibilisation de la femme. Il faut que la femme prenne conscience de sa situation et qu'elle se dise assez, maintenant je voudrais avancer, maintenant je voudrais être considérée au sein de la société. Donc ça c'est très important. Donc
j'épouse un peu l'idée de ma consoeur ici qui parlait de l'information, mais l'information dans le sens de sensibiliser les femmes. Elles doivent connaître leurs droits et leur potentiel aussi. Oui. Et au-delà de la sensibilisation, il faut les former. Oui, la femme doit accéder à des fonctions ou à des sphères de décision. La femme doit contribuer, elle contribue déjà, c'est ça le problème. Les femmes contribuent énormément dans notre économie, énormément. On ne les sent pas. Elles sont dans l'informel. C'est pas question de sentir, ça se sent parce que les familles vivent, parce que les familles avancent, les enfants étudient, les enfants vont à l'école. Et généralement, je suis scientifique, donc je ne veux pas dire qu'il n'y a que les femmes qui contribuent, mais j'ai dit généralement, je prends de mesures, de précautions pour dire généralement, les femmes, ils sont pour quelque chose. Et en grande partie d'ailleurs. Donc, il faut que les femmes arrivent à se dire, voilà, je suis une femme, je travaille, même si c'est à l'informel, même si je vends dans un petit marché, mais cette activité-là contribue à l'économie nationale. Et donc, ça, si elle prend conscience, elle est sensibilisée sur son rôle, elle est formée, parce qu'il ne suffit pas seulement d'exercer des petites activités, il faudrait que finalement ces activités se développent. Et donc pour ça, il faut avoir des capacités managériales, même à faible niveau. Donc il faudrait former ces femmes-là. Et en plus de les former, il faudrait qu'elles aient accès au crédit. Je pense qu'on va Justement, vous avez abordé ces problèmes de crédit. L'accès au crédit semble être difficile pour la femme. Les rémunérations de la femme sont moins élevées. À l'homme, des fois, on donne plus. Et à la femme, on donne moins, n'est-ce pas, Suzy Ngoy? Oui, parce que moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quand même des dispositions légales pour l'octroi de crédit à une femme? Parce qu'il faut dire que les femmes, actuellement, elles sont butées à un sérieux problème de financement, même de leurs activités. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a une loi légale qui limite l'accès au crédit aux femmes? Ben, la loi a existé, mais je crois que cette loi légale a été abolie depuis quelques années. Et récemment, toujours pour le mois de la femme, nous avons eu au sein de mon église ces femmes de loi qui sont venues nous enseigner justement sur le code de la famille. Et entre autres, ça c'était l'un des sujets. Donc, l'accès au crédit pour la femme, que ce soit l'accès au travail, que ce soit l'accès au voyage, on n'a plus besoin d'avoir la recommandation ou l'autorisation du mari. Donc il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière en ce sens. Il n'y a plus de barrière. Seulement, qu'est-ce que nous constatons, c'est que la loi est là, mais la pratique n'est pas la même, n'est pas la chose. Peut-être parce que vous ne vulgarisez pas. Oui. Non, non, la vulgarisation se fait, comme j'ai dit, l'information se passe. Là, nous avons reçu l'information au sein de l'Église et dans l'association, nous en parlons aux autres femmes. Mais le problème, c'est que quand vous vous dirigez vers la banque, quand vous vous dirigez vers l'institution, c'est là qu'il y a un couac. Parce qu'ils vous demandent plusieurs autres conditions que la femme ne réunit pas. Nous avons ce problème-là de rencontrer les banques, la majorité des banques que nous avons ici, ce sont les banques commerciales qui sont là pour se faire de l'argent eux-mêmes. Parce que l'idée du commerce, c'est ça justement. On cherche l'intérêt, le gain. Nous n'avons pas des banques qui accompagnent les entrepreneurs, les PME, les banques qui investissent à risque. Les banques commerciales ne veulent pas prendre ce risque-là. Donc, avant qu'on octroie le crédit, on te demande d'avoir quelque chose en banque. Comme quoi, sinon, une garantie parcellaire. Sinon, le terrain, si tu n'as pas, tu te limites à là. Alors, dans ce cas, comment contourner cette difficulté-là? Alors, dans ce cas, comment contourner? C'est pourquoi il y a toutes ces associations qui nous luttons, nous militons par rapport à ça. Et aujourd'hui, je fais partie de cette banque de crédit de femmes qui doit vraiment voir ce jour d'ici là, qui va s'appeler MUFA, Mutualité financière des femmes. Et cette MUFA est déjà née dans l'ouest de l'Afrique. Au Cameroun, il y en a qui existent déjà depuis plus de 5 ans. Et il y a ces femmes qui vraiment ont émergé. Et bientôt, en RDC, ça va voir le jour. Au fait, l'idée, c'est que même la plus, je ne dirais pas la plus démunie, mais c'est qu'il y a un revenu très faible, puisse venir prendre quelque chose, aller multiplier et venir rendre pour que l'autre aussi fasse pareil. Et ça,
c'est ce que nous devons inculquer aux femmes, ne pas être égoïste, ne pas penser à soi-même, mais quand tu prends, savoir retourner pour que l'autre aussi puisse à son tour se développer. Voilà, Je crois que ce sont ce genre de banques-là qui voyant le jour, va développer plusieurs autres femmes. Oui, Madame Dédé. Oui, alors j'aimerais intervenir sur un point, tout en étant tout à fait d'accord avec ce que dit Madame, c'est que les banques sont des institutions financières. Et donc, ces institutions-là, pour avoir accès aux services qu'elles offrent, il y a des conditions à remplir. Quelles sont ces conditions? Notamment, il faudrait que la personne qui vient demander les crédits soit solvable. Ça veut dire que la personne soit capable de rembourser et que son activité soit rentable, qu'il ait un projet bancable, c'est-à-dire un projet qui va générer des revenus, qui va lui permettre de rembourser les crédits. Et donc, on n'est pas en face des institutions philanthropes qui juste trouvent un projet intéressant et disent « Ah tiens, c'est une femme, je veux lui accorder un crédit ». Non, elles sont capitalistes. Mais à côté de ces des institutions bancaires avec leurs conditions, il y a ce qu'on appelle les institutions de microfinance. Et donc, les institutions de microfinance sont des institutions financières, mais qui ont un double objectif. Ils ont l'objectif social, l'accès des personnes exclues du système bancaire classique, et aussi la pérennité, c'est-à-dire les objectifs financiers. Donc ces institutions-là, par contre, acceptent des projets toujours rentables, des activités génératrices de revenus, mais de faibles montants, que les banques n'acceptent pas parce que c'est trop risqué. Elles acceptent ça. Il y a dans les institutions de microfinance ce qu'on appelle des coopératives d'épargne de crédit. Elles existent aussi. Et c'est plus axé sur, on va dire, une orientation solidaire. C'est-à-dire qu'elles sont là, vous constituez votre coopérative, vous mettez vos épargnes et puis vous commencez à vous octroyer des crédits. Le problème, c'est qu'au Congo, ces institutions-là connaissent énormément de problèmes. Mais professeur, les conditions, le microcrédit, vous parlez quand même des microcrédits pour essayer de simplifier, pour ne pas mener une longue procédure au niveau des banques, mais les conditions de remboursement posent problème. Nous allons y revenir parce que souvent, les taux d'intérêt semblent être exagérés. Il est temps pour nous de suivre ces ces reportages sur la femme et l'accès au crédit réalisés par Joël Makela. D'habitude, on recourt à un crédit pour réaliser un projet, monter une affaire ou renforcer son commerce quand on est confronté aux problèmes d'ordre d'argent. Et c'est auprès des banques de crédit ou commerciales qu'on se lance pour obtenir un prêt d'argent, souvent accordé, non sans intérêt. D'où les questions suivantes. Serais-je en mesure de rembourser à temps ce crédit tout en réalisant ce que j'avais décidé de faire? Des questions qui valent leur pesant d'or, surtout quand il s'agit des femmes qui sont réputées avoir un faible revenu. À cette difficulté s'ajoute le manque de gages ou de garanties pour avoir l'accès au crédit. Cette situation crée en certaines femmes une quelconque peur de se lancer dans la sollicitation d'un crédit. Pourtant, le crédit peut être considéré comme une bouée de sauvetage pour secourir une personne dans le besoin. Toutefois, grâce à un crédit, on peut ou pas réussir à sortir de sa situation économique. Madame Hortense Manyanga a obtenu de bons résultats après un crédit. Elle partage son expérience. Il y avait des amis qui me parlaient de la banque et j'étais poussée parce qu'à cette époque, je construisais ma boutique et il me fallait de l'argent. Et j'étais allée voir ma banque qui est jusqu'aujourd'hui ma banque actuelle. Et là, j'ai vu au département crédit. Et comme moi, dans le commerce, je fais un peu le divers. Alors, j'ai dû rembourser mon premier crédit très bien. Et la banque, avant même de finir mon crédit, la banque m'a appelé pour me donner encore une autre. C'est comme ça que je pourrais conseiller mes amis et les autres dames qui veulent prendre des crédits de ne pas se hasarder de prendre ça comme c'est une blague. Parce que c'est un engagement que nous on prend à la banque qui tient à notre réputation aussi. Parce que je connais l'histoire d'une copine à moi. Quand elle a eu son crédit, elle s'est hasardée d'acheter une voiture. Donc toi tu prends peut-être à la banque $10 000 et tu achètes une voiture de
$6 000. Comment est-ce que tu vas rembourser l'argent? Parce que tu es locataire en plus. Tu dois payer ton loyer, tu dois payer les loyers de la boutique, les loyers de là où tu habites, et le voyage et tout. Et puis quand tu reviens, c'est toujours un désarroi. Pour Madame Mengoma, les affaires n'ont pas bien tourné. Une situation qui l'a renforcée davantage. Ce qui m'a poussé à demander un crédit, ce sont les vicissitudes de la vie. Le premier prêt ne m'a pas servi à grand-chose. Tout ce que j'ai entrepris a été pratiquement voué à l'échec. L'investissement n'a pas répondu à mes attentes. J'ai alors cessé de recourir aux emprunts de la banque, tout en faisant un effort considérable de rembourser cet argent. Très souvent, quand on ne réussit pas à fructifier le prêt qu'on a reçu de la banque, on prétend, pour se voiler la face, que c'est de l'argent sale. Une fois le prêt acquis, on l'utilise non pour l'essentiel, mais pour les futilités au lieu de l'investir dans des domaines pourvoyeurs des recettes. Biso ba mama ba pesi biso lokumu esengi to batela pe dignité na biso ya wana pona nga penza na boya ki na kozwa susu mbongo wana épargne te en tout cas banda na tika na koma à l'aise. Une leçon se dégage de ces deux situations. Ce n'est pas facile de rentabiliser un fonds obtenu en crédit sans y laisser ses plumes. D'où l'importance des formations et de sensibilisation pour les femmes qui exercent des petits commerces ou qui ont des micro-entreprises en vue de réaliser de bons résultats après avoir accédé à un crédit. Ce qui les aidera à signer non seulement leur autonomie financière, mais aussi leur satisfaction morale. Ce que je trouve intéressant, c'est là où la dame dit banana tika na koma à l'aise. C'est-à-dire, c'est comme une corde au cou, les insomnies. Tout ça, c'est à cause des taux d'intérêt et des remboursements. Voilà, votre réaction après avoir suivi. Et puis, nous parlerons de ces taux d'intérêt qui font peur aux femmes. Ok. C'est normal qu'elle dise ça si, par exemple, le crédit a été... en plus, je veux dire, un endettement de plus pour elle. C'est que la littérature reproche à la microfinance que dans certains coins du monde, les gens se sont beaucoup plus endettés et donc, au lieu d'améliorer leurs conditions de vie, ils ont vu encore leur situation se détériorer plus à cause de crédit. Donc, c'est pourquoi il est important de sensibiliser les femmes pour dire que le crédit coûte de l'argent. Donc, quand on prend les crédits, il faut savoir qu'on va les rembourser. Et la question de taux d'intérêt en microfinance, généralement, c'est une critique qui vient dans tous les sens dans le domaine de microfinance. Et c'est d'ailleurs pourquoi les banques fuient ces domaines-là. Bon, ils font du downgrading s'ils voient que les marchés florissants. Mais en microfinance, les taux sont élevés à cause du risque. Les populations auxquelles la microfinance s'adresse sont des populations très risquées, à faible revenu. On ne sait pas du tout si elles vont pouvoir rembourser ou pas. Et donc, dans le taux d'intérêt, si vous voulez, quand on calcule le taux d'intérêt, on y met aussi le facteur risque. C'est ce qui fait que ça soit beaucoup plus élevé. Moi, je voulais savoir, parce que il y a eu dans le Apparemment, elle reportage... avait à dire. Okay. Par rapport, comme ça fait suite au reportage, vous pouvez poser et puis elle va répondre directement. Bon, moi, c'était par rapport à la rentabilité. Il y a une des dames qui a été interviewée, parle de la rentabilité. Elle a eu cette chance-là de bien, que son affaire soit rentable. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si une femme qui arrive à obtenir un crédit auprès d'une banque ou microfinance peut avoir peut-être de facilité à rembourser sans tenir compte de taux d'intérêt si son affaire était rentable. Mais par là, je me retourne vers vous.
est-ce que vous ne pensez pas que même pour une demande de crédit par rapport aux femmes, il faudrait quand même qu'il y ait de temps en temps des formations? Absolument. Des formations pour emmener ces femmes à une bonne gestion. Tout à fait d'accord avec vous. Et c'est même sur ce que moi j'allais marteler un peu. Parce que quand on dit crédit, c'est pas que du coup tu te lèves et tu vas à la banque. Il faut savoir pourquoi je veux prendre le crédit pour que ça m'emmène où je dois quitter un point à un autre. Alors si si toi-même tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas chercher le crédit, alors n'y va pas. Parce que c'est là où tu te mets la corde au cou. Donc oui. Il y a des formations maintenant qui se donnent. On te dit, tu veux avoir le crédit. Pourquoi? Voilà, si tu as le crédit, tu prends l'argent, tu investis dans ce que tu veux faire. La formation se donne en aval ou bien en amont? Ça se donne maintenant ça se donne en aval. Avant, ça s'est donné après avoir obtenu les crédits. Le problème que nous reprochons à nous-mêmes aussi, oui. C'est avant, oui. Le problème que des fois... Bien avant, on donnait d'abord les crédits et la formation suivait après. Vous savez qu'on dit quoi? Quand tu vas chez le médecin, c'est pas au médecin de savoir quelle est la maladie qui te dérange. Tu arrives chez le médecin, tu lui dis, voilà, docteur, j'ai tel problème, je ne me sens pas bien, il y a tel endroit qui me fait mal. Et là, le médecin s'est orienté. Et c'est ça le problème, au fait, qui nous manque à nous, des fois, les entrepreneurs. Quand nous sommes au début, nous nous lançons, tu te dis, voilà, tout début, je commence, ça marche, alors ok, je vais chercher le crédit, ne sachant pas où est-ce que tu veux arriver. Il faut chercher l'information, poser des questions, et il y a ces bureaux qui sont là pour aider. Et quand bien même aussi la banque peut te dire, au niveau où tu es, tu peux ne pas. Il te suffit de te concentrer sur telle chose, et puis après ça va avancer. Sinon, reviens dans 3-4 mois, si tu vois que ça ne va pas, nous, la banque, on peut t'aider. En tout cas, ça existe. Mais c'est nous qui cherchons mal les informations. Mais c'est ce qui fait actuellement, s'il faut voir à la FEC, il n'y a pas un nombre élevé de femmes affiliées à la FEC. Oh, si, quand même. Hein. Ces derniers temps-ci, depuis que j'y suis. Mais ça ne sera pas 50-50 parce qu'actuellement, on parle de l'égalité. 50-50, c'est toujours en dessous. Cette égalité-là, 50-50 que nous voulons, c'est à nous d'aller la chercher. Ils ne vont pas te tirer d'où tu es pour venir. On te donne l'information, on te dit viens. Et quand tu y vas, tu trouves que c'est bon, tu assistes. C'est comme pour la politique. On dit 50-50 parité. Mais ce n'est pas tout le monde qui se lève pour aller faire la politique. Ce n'est pas toutes les femmes. Ça dépend de cette conviction, de comment tu te sens pour aller faire la politique. Donc, à la FEC, oui, il y a ces femmes qui se lèvent maintenant. J'en vois beaucoup et je suis même fière de ces femmes-là. Entre autres, maman Eliane, quand je la vois se battre, c'est la 2e vice-présidente nationale de la FEC. Donc vraiment, c'est une femme qui a l'intellect, qui sait se défendre. Et à part elle, il y a plusieurs autres dames que j'ai trouvées là-bas et que j'apprécie. Je me dis, tiens, moi j'ai commencé, ok, je vais monter mes échelons. Pourquoi pas moi, à mon tour, demain, je serai pareil. Une préoccupation. Et par rapport à la FEC, je le disais tout à l'heure, je me dis, la FEC, c'est un niveau un peu plus haut. Est-ce que c'est accessible à toutes les femmes, surtout celles qui sont des petites vendeuses, des beignets, des petits trucs? Est-ce que la FEC aide aussi, parce que vous avez parlé de la formation, est-ce que la FEC va vers cette catégorie des femmes qui sont de plus en plus minables? Je vais vous étonner, dire que oui. Parce que moi-même, en allant, la première fois que j'ai reçu cette invitation, on m'a dit, viens voir, ce sont des femmes, tu auras une information, tu auras de la formation, c'est bien. Quand j'ai entendu le mot FEC, j'ai dit, bah, là, il faut pas blaguer. J'étais sur mes 4 épingles, donc vraiment sur mon tailleur, là, parce que je me disais, je vais affronter une haute société. Mais quand tu entres, tu vois que ces femmes-là se soucient des autres. Aujourd'hui, la FEC, elle descend à l'équateur. La FEC, elle descend au fin fond de l'Est pour enseigner à ces femmes-là de l'Itourie. Nous sommes sur un projet du commerce transfrontalier. La partie Est, c'est-à-dire ces femmes-là qui font le commerce entre frontières, qui ont leur bassine sur la tête, nous allons aller pour les former de manière à ce qu'elles fassent de leur commerce quelque chose de capital, d'important, et que pourquoi ne pas viser l'exportation de ce qu'elles transforment. Donc c'est ça aussi la FEC, emmener cette femme-là, comme on dit, basse classe ou femme socialement bas, à donner de la valeur à ce qu'elle fait pour que demain elle se dise, bah, pourquoi pas moi, je suis capable moi aussi. Donc voilà. C'est ça le bienfait de vraiment la FEC. Voilà, nous avons un deuxième thème. Je suis sûre que les deux autres thèmes vont encore nous amener à l'octroi de crédit vers la fin. Je suis sûre, parce que c'est vraiment des sujets qui se rencontrent.
Le deuxième thème de cette émission, c'est incidence de la fluctuation des prix sur les conditions de la femme. Les prix dans le marché, à prix de l'ascenseur, les femmes ne savent à quel sens se vouer. Suzy Ngoy, par rapport au prix sur le marché, Par rapport au prix les sur le chinchas marché, qui étaient je à reviens. 4 000 le kilo, maintenant c'est à 6 000. Mais la hausse ici, c'est déjà depuis le mois de décembre, apparemment. Oui, depuis le mois de décembre, il faut dire aussi qu'il y a plusieurs incidents qui expliqueraient entrent en cela. compte, ouais. Oui, oui, actuellement. C'est par rapport à la gestion. Si pour certains, la femme est une bonne gestionnaire, mais pour les autres, par contre, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pensez, quelles sont les mesures ou les stratégies que doit adopter une femme en période de crise, par exemple, en période où on est face à la flambée de prix sur le marché? Suzy, je pense que avant d'arriver à cette question, qu'on connaisse d'abord, comme elles sont des domaines, quels sont les effets, les causes réelles de la hausse imaginaire des prix sur le marché. Et après vous, qu'est-ce qui pourrait être à la base? Oui, on a une économiste en face de nous. Oui, Les prix des premières consommations, des premières nécessités, parce que d'autres produits sont restés stables. de façon générale, la hausse des prix sur le marché, c'est généralement la conséquence de la baisse de la valeur de la monnaie, ce qu'on appelle l'inflation. Lorsque la monnaie perd de la valeur, les prix augmentent sur le marché. Ça, c'est clair. Maintenant, en période de stabilité monétaire, où la monnaie est à peu près stable, je ne dirais pas trop ça du franc congolais, puisque de novembre à maintenant, on a quand même, la valeur a quand même beaucoup fluctué. Et donc, voilà, ça peut expliquer aussi la hausse des prix sur le marché. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des spéculations dues à des chocs externes. Ça peut être une instabilité politique qui fait que les gens spéculent, ils se disent, tiens, il va y avoir une crise et donc on va avoir besoin des biens de première nécessité et donc on achète plus. Et lorsque la demande est élevée alors que l'offre est faible, le prix augmente. De l'autre côté, les offreurs aussi, ils peuvent se dire, oui, dans quelques mois, il va y avoir tel problème. Alors, nous, on va retenir nos stocks. Oui. Et donc, on discutait tantôt en coulisses avec madame par rapport à ça. Nous gardons nos stocks et lorsqu'il y aura pénurie sur le marché, donc nous, on va sortir ces stocks pour le vendre à un prix beaucoup plus élevé. Ce sont des stratégies de spéculation qui se passent sur le marché. Avec le coronavirus, actuellement, on assiste à la même chose. On est en train de penser que finalement, on ira vers un confinement beaucoup plus strict. Et donc, les gens spéculent aussi. Avec cette pandémie, Voilà. Les gens la spéculent. situation va encore s'empirer. Voilà. Il y aura, les frontières semblent être fermées déjà, les transports et autres. Oui. Donc, la situation sera La situation, insupportable. déjà, là, on va dire peut-être qu'il y aura un problème d'offre aussi. Ici, notre économie est généralement tournée vers l'extérieur. Et si on ferme les frontières, ça veut dire qu'on va avoir des Les pénuries. stocks vont se terminer. Et donc, les prix vont augmenter. Mais aussi, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé là, mais les prix augmentent. Mais par spéculation. chacun met son prix, donc il n'y a pas quand même un œil regardant. Le pouvoir public n'a pas un œil. Il ne peut pas avoir le un œil ministère de pour essayer l'économie. de stabiliser tout ça. Ça, c'est le travail du ministère de l'économie et je pense qu'ils avaient déjà commencé un contrôle économique, un contrôle économique sur les prix. On a vu quand même le prix de certains biens qui ont baissé, par exemple le sucre et tout ça, avec quelques stratégies d'ouverture, promouvoir l'importation de ces biens-là pour essayer de réguler les choses. Donc il y a des mesures qui sont prises, mais en cette période, j'ai vu dernièrement une lettre de Madame la ministre de l'économie disant aux opérateurs économiques d'adopter une attitude responsable face à ce qui arrive. Donc ce sont des mesures. Maintenant, après, en pratique sur le marché, est-ce que c'est suivi? Est-ce que c'est pas suivi? Comme a dit Madame Madame Nelly, tout à l'heure, comme a dit Madame Professeur tout à l'heure, on en parlait. J'ai connu un cas comme ça d'inflation par spéculation justement en 2017. Fin 2017, c'était la période des préparatifs aux fêtes, décembre 2017. On nous dit, ben voilà, nous avons nos partenaires qui, eux, sont des fournisseurs, au fait des grossistes.
ils importent des vivres frais. Alors, ils veulent que vous, comme vous êtes femme commerçante, trouviez des chambres froides qui, eux, vont distribuer, des distributeurs. OK. À chaque fois que tu emmènes plusieurs clients, tu as ton pourcentage. On emmène les clients et la majorité des clients, connaissant les fêtes, ils disent on veut telle catégorie de produits. Entre autres, c'était le Wilkie poids 13, poids 14. Nous voulons ça, ça, ça. C'était la majorité des demandes des chambres froides. En quantité jusqu'à 2000 cartons par chambre froide. On va voir auprès des fournisseurs, les grossistes, ils nous disent prenez tous les produits que vous voulez. Poids 12, on va vous donner. Poids 11, on va vous donner. Mais le poids 13, poids 14, nous réservons cela. C'est nous qui allons vendre et au moment opportun, au prix que nous voulons. Ils créent la rareté. Voilà. Et ça, c'était un choc de ma part. Ça, c'était vraiment un choc. J'ai dit, donc, ils ont ce pouvoir de vouloir payer. Et pourtant, sur la liste, les prix étaient, le maximum du poids 14 était à 34 $. Mais quand ils ont vendu au 15 décembre jusqu'au 22 décembre, 23 décembre, moi sur les terrains, le carton de poulet était à 45 $. Non, attendez, c'était pratiquement presque à 50 $. J'ai dit, mais c'est fou. Mais ça, c'est le prix dans un coin quand vous allez ailleurs. Et ça, c'était quand vous allez ailleurs, c'est un autre ça, prix. C'était une revolte interne. Ça, c'était une revolte. Et voilà. c'est comme ça que j'ai dit, mais attendez, vous les importateurs, les commerçants, vous de la chambre froide, il faut s'organiser en mutuelle, créer une force de manière à beaucoup apporter pour ne pas dépendre de cela. Et puis les prix devraient être les mêmes partout, mais on n'a pas les mêmes prix pour les mêmes produits à travers la ville. Christine, je reviens encore alors avec ma question. Oui. Alors dans ces cas ici, quel peut être l'apport de la femme pour sauver une nation face à ces genres de situations? Ça c'est une question un peu difficile, l'apport de la femme. De quelle femme? La femme que nous sommes, la femme commerçante. Vous êtes Justement, la femme entrepreneur. Vous êtes femme entrepreneur. Justement, femme économiste. Nous parlons, femme économiste, nous parlons. Nous nous réunissions en mutuelle, comme on a dit, en association, pour porter haut notre voix. Mais si cette voix ne s'est pas portée haut, la voix est étouffée par ceux-là qui donnent. Comme on dit, la main de celui qui donne, c'est la main qui a le pouvoir, c'est la main qui dirige. Vous comprenez? Le problème ici, c'est que si seulement l'État était assez fort en disant, ok, moi l'État, j'apporte ces produits et je viens combattre ceux-là qui veulent créer cet incident, cette rareté des choses. Ça aurait aidé les femmes parce que l'État peut s'organiser en ce sens. Il dit, moi j'emmène pour moi aussi 1000 conteneurs. Vous les femmes qui êtes réunies en association, vous les mamans, venez prendre et aller vendre. Il y aurait eu peut-être égalité. Mais si on vous reproche, vous femmes, avoir une vision qui ne va pas loin, parce qu'on peut aussi renverser les choses. Si la main qui donne, la femme s'organise. Mais sur le terrain, c'est la femme, s'il vous plaît, la femme est partie prenante. La femme est aussi partie prenante. C'est elle-même qui va au marché, c'est elle-même aussi qui crée la spéculation. J'ai dit tout à l'heure que les associations continuent à se créer. Nous avons lancé dernièrement ici Renafer, l'association des femmes rurales. Donc, les groupes, les associations continuent à se créer. Quand on rencontre des problèmes comme ça, c'est alors qu'on devient sage. On réfléchit, on devient sage. Et quand tu vas informer l'autre femme, c'est pas que tu as informé parce que tu as entendu dire, parce que tu as vécu. Et quand tu parles de quelque chose vécu, réel, automatiquement, ça sait emporter tout le monde. Donc, c'est comme ça que les associations naissent et on peut changer. Vous voulez compléter? Oui. Alors, tout à fait d'accord. D'ailleurs, je le disais aussi tantôt quand on était en coulisses, que je dis, mais organisez-vous. Une chose, c'est de créer les associations. Une autre, c'est d'avoir de l'impact. Apporter des solutions concrètes. Oui. Et donc, moi, je me dis, pour ça, il faudrait que ces associations s'élèvent et qu'ils soient vraiment de porte-voix de femmes, qu'ils aillent vers les autorités, qu'ils aillent vers même les opérateurs économiques, discuter avec ces opérateurs économiques et qu'ils viennent aussi vers... Moi, j'ai toujours dit, au Congo, on a l'université et la société ne se côtoient pas. L'université évolue dans son coin. Et la société, les entreprises, les autres acteurs évoluent dans leur coin. Alors que l'université, c'est vraiment un moteur de développement au service de la société. Et donc, si, en plus de tout ce que vous pouvez faire comme lobbying, comme plaidoyer, comme tout ça, venez
venez en parler aussi avec nous, parce que nous sommes en train de former le futur cadre, nous sommes en train d'organiser des colloques, des journées de réflexion avec ces autorités-là. Venez, il y a un cadre de discussion et d'échange. Merci pour l'invitation. Je crois que déjà Ouais, Pour l'instant. Oui, Madame, c'est d'ailleurs directrice du centre de recherche. Oui. Et quelles ont été les recherches que votre centre a déjà menées et qu'il a mis à la disposition justement, que ce soit des opérateurs économiques ou de ces futurs cadres que vous encadrez? Alors, le Centre de recherche interdisciplinaire en développement, le CRIDES, que j'ai l'honneur de diriger, c'est un centre qui réunit, on va dire, tous les académiques, chercheurs et scientifiques de l'UPC, mais c'est ouvert aussi à d'autres confrères qui voudraient bien adhérer. Il y a auront... des cerveaux là. Oui. Et c'est interdisciplinaire parce qu'effectivement, nous faisons appel à plusieurs disciplines. Par exemple, actuellement, nous travaillons sur la question de la digitalisation et le développement. Et donc, la digitalisation, on y va, on va vers ça. On est obligé d'y aller vers ça parce que on est un tout petit peu en retard par rapport à ce qui se passe dans le monde. Les entreprises sont les acteurs qui sont vraiment déjà dedans, mais on y va. Et donc, on réfléchit sur la question de la digitalisation et le développement. Comment nous faisons? Nous, en économie, par exemple, nous abordons la question de la digitalisation et l'inclusion financière. Oui. C'est-à-dire, comment est-ce que l'accès au numérique peut permettre, par exemple, aux femmes d'avoir un accès beaucoup plus, beaucoup plus fort dans les mais services tout ça, c'est dans les recherches, c'est resté dans les non, tiroirs. Mettez ça à la disposition, mettez à la disposition du gouvernement et vulgarisez. Nous formons sur ce point-là. Nous, les recherches que nous menons, les résultats. Nous avons une orientation, on va dire, on mène des recherches qu'on appelle collaboratives ou participatives. Donc l'université ne reste pas dans son coin. On travaille avec les acteurs de terrain. On travaille avec les femmes, on travaille avec les entreprises, on travaille avec les gouvernements. Ce qui fait que les questionnements qui sont au niveau de la société, nous les développons, nous les approfondissons et nous arrivons à des résultats et des évidences et on discute avec les acteurs de terrain et ils ont l'expérience, nous on a les faits, on discute pour trouver des solutions efficaces. Et donc, par exemple, là, on a annulé la semaine passée à cause de coronavirus. On voulait avoir un forum avec les coopératives d'épargne et de crédit pour réfléchir sur la gouvernance. Maintenant, là, selon vous, quelles mesures, qu'est-ce que vous proposez quand même à ceux qui nous suivent au gouvernement pour qu'il y ait quand même maîtrise des prix sur le marché? Parce que là, on dit que le pain est tiré, il faut le boire. Vous, en tant que femme, en tant qu'économiste, en tant que professeur, en tant que membre de la FEC, qu'est-ce que vous proposez? Même en émo, comme ça on passe au troisième sujet. Beaucoup plus d'abord au gouvernement, oui, mais je commence d'abord par les opérateurs économiques. Parce que c'est à ce niveau-là que ça se passe. On est dans un moment de crise et il faut beaucoup plus de solidarité maintenant que jamais. Et donc, ce que je peux leur dire, c'est d'adopter effectivement, comme l'avait dit Madame la ministre, une attitude responsable. Ça veut dire ne pas juste augmenter les prix des biens et services alors qu'on sait qu'on est dans une période de crise et on est dans une période de pandémie. Ce n'est pas responsable de leur part. Mais aussi du côté du gouvernement et de tous les services publics, de faire le suivi et le contrôle et de sanctionner, si possible. Voilà. Moi, je dirais, faire le suivi, contrôle, sanction est une chose. C'est vrai que la grande partie, je suis quand même désolée de le dire, le grand tort revient à l'État. L'État va beau vouloir régulariser, va beau vouloir donner des instructions, mais si l'État n'accompagne pas. Aujourd'hui, on suit à cause du coronavirus, on dit limiter le nombre de personnes dans le taxi-bus. On a parlé de Transco, on a parlé de taxi-bus. L'État a combien de bus Transco sur le marché? Et les privés ont combien de taxi-bus sur le marché? Aujourd'hui, on dit 20 personnes dans un taxi-bus. Celui-là qui avait mis son bus, qui s'achète son carburant, quel est ce revenu? Il va travailler à perte pour lui. Comment va-t-il être responsable? Si l'État disait, ok,
vous, les taxibus, votre association, venez, nous allons échanger. À partir d'aujourd'hui, pour assurer la sécurité des gens, la santé prime d'abord, on met 20 personnes. Alors, votre perte là, l'État ne va pas combler à 100%, au moins à 50-80%, dans le sens où, pour l'achat des carburants, au lieu de payer le carburant à tel montant, à cause de votre association, montrez votre carte, vous allez payer le carburant à tel montant. Comme ça, ça va compenser. Ça, c'est un accompagnement. Et ça, c'est responsable de l'État. Alors vraiment, nous allons inviter l'État à vraiment se faire responsable et à aider ces opérateurs économiques, ces PME, vraiment à rehausser à se faire le pays. responsable, c'est bien dit. Nous passons au troisième thème, femmes et pauvreté. On dit souvent que la pauvreté est féminisée. Elle porte l'image de la femme. La femme n'a pas d'équipement, surtout dans les milieux ruraux et dans la périphérie. La femme n'a pas assez de moyens pour augmenter sa production agricole. La technologie également ne suit pas pour aider cette femme. Elle n'a pas accès aux ressources. Nous dirons en bref que la femme est marginalisée. On a l'impression que la femme n'est pas favorisée que l'homme. Je l'ai dit tantôt. Que faire, mesdames, pour améliorer cette situation et accroître la productivité agraire dans ces milieux ruraux? Que faire? Vous Question difficile. Quand vous avez parlé d'agraire, je l'ai regardé parce qu'ils viennent de mettre une association en place. Et donc, vous savez, intéressant. Cette association-là, le lancement a eu lieu, je crois, le 21 du mois de novembre, ici, dans si j'ai bonne mémoire. Ce que j'ai aimé, c'est pendant les préparatifs, ce sont des femmes, quand on dit rurales, nationales, elles viennent de l'Est, de l'Équateur, de l'Itourie. Vraiment, ce sont des femmes. Et ce que j'avais aimé en ces femmes-là, elles sont réunies, on parle de femmes rurales, mais elles défendaient leurs droits, elles défendaient leurs causes. Moi, j'étais là, j'ai dit, mais ce sont des mamans, mais elles sont intelligentes. Oui, elles disent oui, on a appris à lire, on a appris à chercher l'information pour ne pas rester comme nous étions là pour nous développer. Et parmi l'une des résolutions, elles ont demandé que l'État facilite l'octroi des terres. Non pas seulement qu'elle leur donne pour cadeau, mais que l'État disponibilise les terres. Et là, elles ont appelé au chef coutumier. Ça, c'était l'une des résolutions. Une autre des résolutions, c'est qu'elles puissent avoir, comme on dit, ces smartphones. Pourquoi? Parce qu'elles veulent avoir l'information. Et ça, elles ont appris. On dit le smartphone, là-dedans, tu peux avoir le message WhatsApp, là-dedans, tu peux avoir l'information sur Internet, utiliser Google, les innovations. Elles ont demandé les smartphones comme l'une des subventions. Elles ont demandé à l'État. Au fait, c'est une aide qui est venue de l'ONU Femmes, comprenez? Et l'ONU Femmes fait le plaidoyer aussi auprès de l'État par rapport aux dons des terres, mais l'ONU Femmes apporte aussi des subventions matérielles et des fois financiers aussi. On peut aussi associer d'autres partenaires, non? Pour oui, on peut venir associer, évidemment, pourquoi pas. Il y a la BAD, il y a d'autres partenaires, le Fonds, la Banque mondiale, c'est ouvert à tout le monde. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et pourquoi pas les femmes elles-mêmes pouvaient aider les autres femmes, celles qui se sentent fortes? Pourquoi elles n'iraient pas aller apporter leur appui aux femmes rurales? Parce que nous qui sommes, par exemple, dans les grandes agglomérations, nous semblons oublier les réalités de celles qui sont au fin fond. Et pourtant, celles qui sont au fin fond, elles jouent un grand rôle en tant que femmes, en tant qu'agricultrices, en tant que mères. Elles jouent beaucoup de choses à la fois, hein, beaucoup de rôles à la fois. Alors, pourquoi ces femmes, comme vous l'êtes, de la FEC, ne vous organisez pas pour aller appuyer justement ces femmes qui sont dans les besoins des femmes? Madame, si c'est la FEC qui a des appuis concrets, allais-je dire. Mais vous dites, nous les femmes de la FEC, vous aussi, madame la journaliste, vous pouvez avoir votre appui. L'appui serait, ben justement, faire les émissions. Mais ce que je fais aussi, c'est apporter une pierre de construction à ça, bâtir. Quand vous dites, vous, femmes de la FEC, nous faisons les plaidoyers. C'est nous qui allons chercher, c'est nous qui apportons le projet fait auprès de l'ONU Femmes, auprès de la banque, de la BAD, auprès de la Banque mondiale, pour dire, écoutez, nous avons entamé les formations, nous nous sommes arrêtés à tel niveau parce que nous rencontrons telle difficulté. Alors, venez nous aider, apportez le matériel. Les femmes ont besoin d'apprendre, de savoir. Nous, on s'est limité là. Quand vous apportez les fonds, on continue pour atteindre tel autre niveau. Et c'est ça que fait la FEC. Récemment, j'ai parlé avec une dame députée nationale
de l'Équateur, je lui ai dit, tiens, écoutez, le projet que nous avons transfrontalier, nous parlons plus de l'Est, parce que c'est une grande ONG qui est venue de l'Est pour parler du commerce transfrontalier. Pourquoi ne pas faire de ce projet un projet national, mais aussi de l'Ouest? Elle me dit, oui, c'est une très bonne idée, mais moi, déjà, avec ce que je fais, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, voilà, en 3-4 ans, j'ai réussi à remettre les femmes, à alphabétiser plus ou moins 5000 femmes. Ça, c'est une pierre. Oui. Elle est, voilà, c'est une grande pierre. Elle a fait une part. Donc, à nous maintenant, là où elle s'est arrêtée, par rapport au contact, prendre la relève, continuer. Nous allons poursuivre, le temps pour nous de suivre le deuxième dossier réalisé concernant la femme paysanne, cette femme qui reste éternellement dans l'informel. Avec pour thème national congolaises et congolais, lèvons-nous pour défendre les droits des femmes. Le mois de mars dédié à la magnificence de la femme concerne toutes les catégories sociales féminines du monde. Les cas de la femme paysanne qui œuvre dans l'autonomisation afin d'assurer la sécurité alimentaire dans son foyer année 1. Aussi est-elle dans les commerces et dans la lutte contre la pauvreté sous toute sa forme. Moi, maman a source. La femme veuve dans cette catégorie sociale comble aussi les vides de son mari à travers la vente de ses articles. Tata azali kolo solo mais maman des sources. Maman débrouiller bunda les amours de la femme. Elle assure la prise en charge scolaire, sanitaire et universitaire des enfants à la sueur de son front. Les difficultés de la femme paysanne sont beaucoup plus au niveau des transports et non de la tracasserie dans l'évacuation des produits maraîchers et champêtres des baleinières à queue sur le fleuve Congo à Maluku. Nous souhaitons avoir une chambre froide dans cette commune urbano-rurale pour la conservation de nos produits. La femme habitant la commune urbano-rurale de Maluku à l'est de la ville-province Kinshasa s'adonne nuit et jour à la production maraîchère et champêtre des produits vivriers et avicoles du petit élevage de la basse-cour. Le vendeuse que vous voyez ici, si l'une d'elles était ma femme, je crois que je saurais comment faire, c'est-à-dire planifier pour qu'il n'y ait pas de problème. On a déjà collaboration Zali. Concernant les femmes qui quittent très tôt leur maison et rentrent tard, il est question de planifier le programme pour que la paix règne. Et puisque perturbation est en coûté à moi. Moi, j'encourage les femmes, puisque si les femmes restent à la maison, mes produits, ce n'est pas bien. Or, les femmes vont faire toujours le travail ménagère, soit de vendre, soit d'aller chercher ailleurs. Notons que les enjeux du monde paysan partout en Afrique, c'est entre autres de produire des aliments sains, des qualités disponibles pour tous. Voilà, retour sur le plateau. Votre réaction par rapport à ces sujets et pourquoi ces femmes paysannes préfèrent rester éternellement dans l'informel? Je pense aussi que c'est encore un problème de complications pour l'accès au crédit. Je pense. Dire qu'elles veulent rester éternellement. Ouais. Dans la transformation des jus, les beignets, les petits matériels pour fabriquer le jus, elles doivent viser haut et grand. Oui, elles peuvent viser haut et grand, mais s'il n'y a pas des structures mises en place par l'État, s'il n'y a pas de politique qui leur permettent de quitter finalement l'informel pour entrer dans le formel, elles vont pas y arriver. On voit clairement dans cet élément-là que dans ce coin-là, il n'y a pas de chambre froide, donc les gens ne vont pas investir là-bas, et même pas l'État. Et sûrement qu'il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes de routes.
Donc, il n'y a pas d'infrastructure. Et ça, c'est pas forcément leur problème. Ça, c'est à l'État de mettre en place des infrastructures. Et elles pourront travailler pour acheminer leurs produits. Je pense qu'il faut faire la part de choses. Elles ne veulent pas rester forcément dans l'informel, mais il faut leur donner aussi les moyens et mettre en place les infrastructures, les politiques pour les accompagner. Suzy. Moi, je veux maintenant parler d'une manière générale par rapport à la journée de la femme, au mois de la femme. Il y a quand même une mauvaise perception de cette journée. On sent que la communication ne passe pas bien. Et surtout, si dans les milieux urbains, on comprend quand même le sens du droit de la femme, que c'est à tous les niveaux, dans tous les secteurs, mais ce n'est pas le cas pour peut-être les femmes qui sont dans les zones rurales. Alors vous, en tant que scientifique, en tant que femme entrepreneur, qu'est-ce que vous faites pour emmener ces femmes-là à comprendre que quand on se bat pour l'égalité, ce n'est pas seulement pour les femmes politiques, c'est dans tous les secteurs et dans tous les milieux. Est-ce que vous vous organisez, avez-vous déjà pensé à cela pour emmener quand même aujourd'hui ces femmes qui se retrouvaient être femmes rurales aujourd'hui, visées à devenir économistes? Il faut dire qu'il n'y a pas assez de femmes économistes de renom. On peut citer des hommes, mais des femmes, il n'y en a pas assez. D'accord. Alors, là, je vais prendre ma casquette de dynamique femme. Non, pas de professeur, de dynamique femme. Femme aux 1000 bras. Oui. Où nous travaillons sur différents axes avec les femmes. C'est un programme de l'Église du Christ au Congo, mais qui est dédié à toutes les femmes de la RD Congo. Et donc, dans le cadre de ce programme-là, nous faisons de plaidoyer, mais aussi de la sensibilisation. Il y a quelque temps, nous avons fait une grande conférence sur impliquer la femme, c'est affirmer son rôle d'actrice dans le développement. Et nous avons invité les femmes de toutes les sphères de la société, c'est-à-dire les maraîchères, les femmes policières, les femmes politiques, les femmes... Et donc, on a parlé à ces femmes-là pour leur dire, voilà, on doit se prendre en charge, c'est vrai que nous devons défendre nos droits. Et pour moi, le mois de mars, quand on dit le mois de la femme, ou alors la journée internationale de la femme, c'est la journée où les femmes commémorent en fait leur lutte pour leurs droits. C'est complètement déformé, avec les gens vont, ils s'habillent, ils mangent, ils boivent sans rien faire. Donc je ferme cette parenthèse-là, on sensibilise les femmes dans ce sens-là. Et maintenant, casquette des professeurs, on le fait aussi à travers nos étudiantes, parce que ce sont nos étudiants qui deviennent des responsables de FEC, des journalistes. Encore une autre casquette. S'il vous plaît. Voilà. Bon, je pose également une question, parce que là, on va vers la fin, vous allez combiner votre préoccupation et la question. Vous ne pensez pas que c'est le moment pour l'État congolais de comptabiliser le travail de la femme pour l'aider à sortir de l'informel? Voilà, par rapport à tout ça. Alors, par rapport à la question de Madame la journaliste, la sensibilisation se fait. Même au sein des églises, même au sein des associations, on lance des invitations. Tu lances sans invitation, tu reçois 30 personnes. Vous comprenez? Alors là, moi, je vais retourner la question auprès de vous. C'est comme dans cette émission, vous de la télévision. Vous de la télévision est suivie à tout moment. À tout moment, au lieu de faire passer... Les médias ne sont pas seulement la télé, justement, il y a aussi la radio, il y a aussi la radio. Merci de me corriger, parce que ça c'est... plusieurs émissions qui font ce travail. Non, dans ce sens où beaucoup plus de temps sont donnés au programme de publicité. C'est vrai que ça fait rentrer l'argent. La publicité sur quoi? Sur la boisson. Pourquoi ne pas utiliser ce temps-là aussi, flash, pour lancer des phrases constructives, instructives sur les femmes? Maman, c'est en moi. Eza kola tate, eza ndekoli samael, eza fungola kaetanga, eza... Nous, notre rôle, c'est justement c'est pour tout le monde. De vous donner cette opportunité de lancer un message. Nous sommes le relais. Notre travail, c'est être aussi le relais pour vous emmener à faire passer ce message. Merci madame, nous faisons passer les messages au sein de nos associations à la télé. Tout comme je retourne encore la chose, justement, tout le monde utilise son point fort pour faire passer le message. C'est pourquoi je dis l'information.
il faut toujours marteler pour que l'information, pour que toutes nous soyons sûrs que ça atteint tout le monde. Parce que sinon, nous allons continuer à revivre les mêmes choses. Voilà, on me signale c'est déjà la fin de l'émission. N'oublions pas que nous sommes en pleine période d'une pandémie qui venait d'être décrétée. Et évitons les maladies et respectons les mesures annoncées sur nos antennes par les chefs de l'État. Et là, nous et tout le monde sera en bonne santé. Les mesures sont prises. Et je le disais tantôt, Bobette, un mot, à tour de rôle, un message pour le public. Justement, on venait de suivre le reportage de Lisette qui parlait de la femme qui assure la prise en charge, même sanitaire, de sa famille. Et l'actualité oblige, il y a le coronavirus qui est là et qui sévit. Alors, quelles peuvent être les conséquences à court, moyen et long terme de cette pandémie sur la situation de la femme ou sur la situation économique de tout un pays que nous sommes? Alors, juste en quelques mots. Alors, déjà, c'est comme on l'a dit, c'est une pandémie et donc lorsqu'on tombe malade, on attrape ce virus-là, on n'est plus en activité, on ne travaille pas. Ça, c'est déjà un premier point. Et si on ne travaille pas, donc on ne ramène pas les revenus pour sa famille. Ceux qui vendent, ceux qui se débrouillent au jour le jour vont connaître des problèmes. Mais aussi avec les mesures de confinement où on dit restez chez vous, c'est très bien et c'est bien pour nous. Seulement, ça va créer d'autres problèmes. La famine et peut-être la mort due à cette famine-là, parce qu'on sait comment les Congolais vivent. S'il ne vend plus, s'il ne sort plus et qu'il reste à la maison, comment il va nourrir sa famille? Donc on est devant un dilemme. On doit se prendre en charge, mais au même moment, on doit aussi sécuriser sa famille. Moi, les conseils que je peux donner, par exemple, aux femmes, par rapport à cette pandémie ici, c'est vraiment, en plus de s'assurer de laver les mains et tout ça, d'essayer de remonter l'immunité de la famille. Donner aux enfants des produits ou à la famille des produits qui augmentent les défenses immunitaires. Je ne sais pas comment le dire en médecine. Par exemple, l'ail. Intégrer l'ail dans la nourriture. Intégrer l'ail et le miel. Chaque matin, une petite cuillère de miel avec l'ail. Parce que l'efficacité... oui. Non, pas préparé. Cru. On essaye un peu d'écraser avec le miel, vous donnez aux enfants, ça va renforcer leur défense. De l'eau citronnée, de l'eau tiède avec du citron, ça aussi c'est très bien, c'est du vitamine C et ça peut aider. Donc voilà, des petites choses que l'on trouve qui peuvent Madame aider. Nelly. Oui, la pandémie est là, elle est vraie. Nous avons au début essayé de négliger, mais elle est là. Alors vraiment, maman, où tu es, la santé de ta famille dépend de toi. Tu cherches de l'argent pour que les enfants mangent, c'est une chose, mais les enfants à la maison ont besoin de vivre, de grandir. Alors vraiment, prenons la chose au sérieux. Veillons sur les mains, veillons sur comment toucher, comment ne pas utiliser les mains pour rien, tout moment les passer à l'eau. Comme aussi a dit maman professeur, utiliser tout ce qui est vitamine C pour augmenter la défense. On parle d'une grippe. Donc toute grippe, c'est la première défense, c'est tout ce qui est vitamine C. Eau citronnée, tisane, thé chaud. Donc vraiment toutes ces choses-là, mettons cela en pratique. Et aussi un mot pour notre gouvernement, notre État, c'est qu'on dit à toute chose malheur est bon. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait, mais que tous nous puissions tirer des leçons. Vraiment, le gouvernement essayer de voir comment capitaliser cette difficulté et mettre ça en opportunité pour demain changer la façon de gérer, changer les choses et pourquoi pas préparer la RDC. Nous sommes un grenier, du nord au sud, de l'est à l'est. Nous pouvons produire pour nourrir, pour notre autosuffisance. Vraiment, gouvernement, levons-nous pour notre bien. Voilà. Merci à nous toutes ici sur ces plateaux. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. C'est sur ces mots de nos invités que nous mettons un point final à ces
grands programmes organisés, ces grands plateaux organisés par les journaux télévisés de la RTNC. Et il ne nous reste qu'à dire merci à mes consoeurs, Bobette, Suzy, merci d'être là. Merci également à nos invités, mesdames. Merci au public qui me regarde là-bas. Merci d'être là. Le respect des mesures d'hygiène était de rigueur durant cette émission. La distance respectée entre invités, entre public présentateurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous pour le deuxième plateau très bientôt. À la bonne heure. Bonsoir. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs.